Yes, thank you very much, Eric. Merci beaucoup, Éric Verdier, de m'avoir invité et merci pour votre introduction très aimable. Malheureusement, je vais devoir m'exprimer en anglais. Mon français n'est pas suffisamment bon. Je vais essayer de présenter clairement mes idées, car comme vous le savez, l'anglais n'est pas non plus ma langue maternelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet. Il s'agit d'introduire la production des compétences, comparant les différents systèmes nationaux, les régimes de compétences institutionnelles notamment. Et Peter, Wolfgang Schken, beaucoup de chercheurs ont évoqué ces sujets. Nous en avons déjà un petit peu parlé et ils mettent en avant différents modèles, comment le monde du travail joue son rôle dans la formation des compétences. Et je vais parler aussi des inégalités sociales. J'aimerais également parler, et je dois dire que ma présentation vient compléter la précédente. Moi, je regarde le passé plutôt que l'avenir et j'aimerais expliquer d'où viennent ces différents systèmes de production de compétences, quelles sont les origines politiques de ces productions, de systèmes de production de compétences. Je pense qu'il est important de comprendre comment ces différents régimes, systèmes peuvent évoluer à l'avenir. Si on regarde les réformes institutionnelles, notamment, il y a beaucoup de dépendances qui sont créées et il est difficile de les faire évoluer. C'est très difficile, comme vous le savez, de réformer les systèmes existants et pour ce faire, c'est important de connaître le passé. Donc, je vais vous parler de cas d'études spécifiques qui sont issus du livre dont a parlé Éric Verdier sur les inégalités sociales. Donc, je vais vous donner une perspective spécifique sur la formation des compétences, la production des compétences. La définition des systèmes de production des compétences va au-delà de l'éducation, de l'enseignement. Les systèmes de production de compétences, eh bien, il s'agit de systèmes qui comprennent des systèmes de production, mais aussi le marché du travail, les politiques sociales. C'est une perspective plus globale qui va au-delà de l'enseignement et comment les institutions du système éducatif sont vraiment ancrées dans différents modèles de capitalisme. Donc, ces systèmes de production de compétences peuvent être définis au croisement du marché du travail, des systèmes d'enseignement et de formation. Ceci crée une dépendance institutionnelle. Une fois que ces modes de production sont en place et que les syndicats et les patronats ont adopté ces systèmes, ils sont très difficiles à modifier. Et je vais pour cela mettre l'accent sur l'enseignement secondaire de deuxième cycle, un petit peu l'enseignement post-secondaire également, car il me semble que ces secteurs de l'enseignement et de l'enseignement sont vraiment liés au marché du travail. Si on regarde quels sont les ensembles de compétences qui sont disponibles dans l'économie, sur le marché. Ici, vous avez une pyramide qui présente qui dégage trois grandes tendances. Il y a les établissements scolaires, d'une part, mais il faut prendre en compte le marché du travail et les politiques sociales et comment ces établissements scolaires interagissent avec le marché du travail, les lois du travail, la protection, les lois de protection qui sont mises en place, le chômage, et aussi les relations de travail entre syndicats et patronat. Et il y a différents modèles selon les économies. On a des modèles plus corporatistes comme en Allemagne où les employeurs et les associations patronales sont très impliqués dans les systèmes de gouvernance par rapport à la France, par exemple. Et si on regarde la variété de ces productions, des systèmes de production de compétences, les deux grandes dimensions, il y a deux grandes dimensions selon moi.
deux dimensions centrales. La première concerne un engagement fort dans l'EFP initial, l'enseignement et la formation professionnelle initiale. À quel point les employeurs sont impliqués dans la formation professionnelle? Est-ce qu'ils proposent des formations en alternance? Est-ce qu'ils prennent des apprentis? Est-ce qu'il y a des investissements significatifs dans ce type de formation? Ensuite, certains pays où il y a un engagement patronal très fort, comme en Allemagne, et au Japon également. Il y a beaucoup d'investissements de la part des entreprises, mais ça ne se déroule pas dans un système de formation en alternance, malheureusement. Et il y a d'autres systèmes plus libéraux, comme dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi d'une certaine façon en France, où l'implication du monde de l'entreprise est très limitée. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension concerne l'engagement de l'État, l'engagement public. Encore une fois, il y a de nombreuses différences selon les pays. Et ces dimensions sont un peu plus floues dans ce domaine. Il y a différents temps d'engagement de l'État pour promouvoir l'EFP comme une alternative à l'enseignement supérieur. Et ceci dépend du nombre de formations professionnelles proposées dans le système éducatif. Cela concerne également la quantité d'investissement public, l'investissement du monde professionnel dans la formation professionnelle et combien d'argent est dépensé pour les centres de formation professionnelle. Si on met côte à côte ces deux dimensions, on obtient ce tableau binaire. C'est une bonne manière de définir les différents systèmes de production de compétences et comment ils varient selon les pays. Donc, en bas à gauche, on a les systèmes de production de compétences libéraux aux États-Unis, en Angleterre. Aux États-Unis, notamment, c'est un très bon exemple. Les employeurs sont très peu impliqués dans l'enseignement professionnel et l'investissement de l'État est très faible également. Ensuite, en haut à gauche, on a des systèmes de production des compétences plus étatistes. Ça peut être la Suède, un petit peu la France aussi, mais je vais me concentrer sur la France plus tard, à la fin de ma présentation. Ici, on peut voir qu'il y a un engagement de l'État, un certain engagement de l'État dans l'EFP. On encourage, on regarde dans les choix d'orientation, il y a une orientation vers ces filières professionnelles, vers ce type d'éducation, d'enseignement. En revanche, l'implication du patronat, des employeurs est très faible. C'est le cas en Suède notamment. Ici, vous avez des exemples, ce sont des exemples, mais ensuite on a le système de production de compétences segmentaire. Ça concerne segmentaire, c'est un petit peu complexe comme terme, mais ce que cela signifie, c'est qu'il y a un engagement des employeurs dans la promotion de l'EFP, mais cet engagement est vraiment centré sur des entreprises particulières, disons des compétences particulières. Il y a peu de mouvement finalement entre des grands employeurs et le marché de l'enseignement professionnel. Donc c'est assez limité pour ce modèle segmentaire. Il y a un engagement des entreprises, mais peu d'engagement de l'État. D'ailleurs, dans ce cas, le système japonais ressemble au système américain. En haut à droite, vous avez le système de production des compétences collectives, comme en Allemagne, en Suisse, en Autriche, mais aussi au Danemark et aux Pays-Bas, d'une certaine façon, où on a aussi bien une haute participation des employeurs et un engagement de l'État aussi élevé comparé à la participation dans l'enseignement supérieur. Et souvent, il y a des conflits, notamment dans les systèmes collectifs. Il y a un débat public important, des points d'achoppement entre l'État et le patronat. Les modalités de ce système sont souvent débattues.
Ici, j'ai tenté de visualiser ce système de production des compétences. Voilà comment ça marche. Il est difficile de mesurer, bien entendu, ces choses parce qu'il s'agit de paramètres complexes. Donc, sur l'abscisse, nous avons l'EFP, les investissements publics. J'ai utilisé les données de l'OCDE pour construire ce tableau. On voit le niveau de participation des enseignants dans les formations professionnelles. Donc, ce n'est pas une bonne mesure de l'engagement du patronat. Ici, on ne peut pas bien montrer le système japonais avec ces paramètres. Donc, malheureusement, ici, on ne peut pas représenter le Japon avec les données que j'ai utilisées. Mais on ne parle pas de formation en apprentissage, mais plutôt de formation en alternance ici. On a aussi l'investissement public dans la formation professionnelle sur ce tableau. Et ici, on voit le schéma auquel on s'attendait. On a les systèmes collectifs en haut à droite. Et en haut à gauche, on a les systèmes libéraux, plutôt en bas à gauche, les domaines, les modes plus libéraux, où le patronat est moins engagé et les investissements publics sont aussi faibles. Et souvent, les fonds ne sont pas disponibles. C'est une des raisons invoquées. Ici, j'ai tenté d'expliquer cette grande variété de systèmes de production de compétences. D'où sont-ils issus, ces systèmes? Si on regarde ce qui a été fait dans le passé, les coalitions politiques qui soutiennent ces régimes, ces modèles, c'est important de comprendre comment les réformer. Et pour ce faire, il faut comprendre comment ils se sont formés. Donc, ici, on a tout un ensemble de questions qui sont fondamentales dans ce domaine. Il s'agit des points d'achoppement névralgiques en termes de formation professionnelle. Je vais en parler rapidement. Bien sûr, je n'ai pas beaucoup de temps pour ma présentation. Alors, les questions sont les suivantes. Qui contrôle? C'est les employeurs ou l'État? Est-ce qu'il s'agit d'entreprises individuelles ou des associations patronales qui prennent ce contrôle, comme en Allemagne? Qui fournit ceci? C'est l'État, les entreprises elles-mêmes? Est-ce que c'est fourni par des centres de formation? Si on regarde le modèle britannique, on externalise la formation non pas aux employeurs, mais à des fournisseurs de formation. Et est-ce que ça doit être payé par les entreprises elles-mêmes? Est-ce que ça devrait être subventionné par l'État? Est-ce que l'État devrait rester en dehors de tout ça? Et quelle est la relation entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel? Est-ce que c'est difficile de se déplacer d'un mode d'éducation à un autre mode d'éducation, entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général? Donc voilà toutes ces questions qui sont vraiment au cœur des luttes politiques sur la formation des compétences, les systèmes de production de compétences. C'est important de savoir qui sont les différents acteurs et à quel point ils sont impliqués dans ces débats, dans ces organisations. Si je continue ma présentation, toujours en m'inspirant de mes travaux, des travaux de mon dernier livre, je m'inspire des systèmes éducatifs. Je regarde au-delà de l'EFP, mais aussi l'enseignement supérieur, d'autres formes d'éducation secondaire, d'enseignement secondaire. D'un point de vue historique, il y a de nombreux systèmes éducatifs en Europe qui se ressemblaient, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le livre, je me penche sur le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède en particulier. Aujourd'hui, nous savons que ces systèmes sont très différents les uns des autres. Mais si vous regardez par le passé, en 1950, ils étaient assez semblables. Ils avaient des systèmes éducatifs segmentaires avec différents itinéraires, différentes voies disponibles.
des voies initiales, intermédiaires. L'enseignement supérieur était très élitiste. L'accès à l'enseignement supérieur était vraiment limité à une catégorie sociale spécifique, plus argentée. La formation professionnelle n'était pas très développée en Allemagne. C'était vraiment à l'initiative des employeurs, des entreprises. Il y avait peu d'apprentis dans les entreprises et c'était à la main des employeurs. Donc il y avait déjà des différences à l'époque, mais je dirais que c'est un bon moyen de regarder comment ces systèmes se sont développés, ont évolué dans le temps, car ils étaient similaires à une certaine époque. Si on regarde l'ouverture à l'éducation tertiaire, à l'enseignement supérieur, cela ne s'était pas encore produit dans les années 50, c'est venu plus tard, dans les années 60, 70, 80, et c'est pourquoi c'est un bon point de départ, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Si on regarde le capitalisme qui émerge, c'est un paramètre important également. Ici, je ne regarde pas forcément l'ordre chronologique, je ne regarde pas un point de départ dans le temps précis, je regarde plutôt cela d'un point de vue heuristique et des différences entre les pays. Il y a différentes formes de coordination économique. C'est une idée qui vient du débat sur les différents modes de capitalisme qui met en avant le fait qu'il y a différentes façons de se coordonner entre employeurs et notamment les relations entre patronat et syndicats. Dans les pays où ces coalitions sont très fortes, ces coordinations sont très fortes, il y a aussi une coordination entre différents types d'employeurs, différents types d'associations patronales dans l'industrie, le commerce, etc. Et ici, on peut voir que l'EFP survit dans ce type de fonctionnement, d'organisation. Et c'est parce que à la fois les syndicats et les patronats souhaitent faire venir des étudiants dans l'EFP, les éloigner de l'enseignement supérieur. Quand vous n'avez pas cette coordination entre syndicats et employeurs et entre la droite et la gauche, on voit que l'EFP est en baisse et boudé quelque part par les élèves parce que les syndicats, les partis politiques de gauche sont plus intéressés à l'expansion de l'enseignement supérieur, une plus grande ouverture de l'enseignement supérieur, et ainsi les économies de marché voient moins de coalitions, de coordination entre syndicats et patronat par rapport à la formation professionnelle. Si l'EFP doit survivre en tant qu'alternative à l'enseignement supérieur, ces éléments sont très importants. La deuxième différence, il s'agit de la politique. Politique et la coalition politique est appliquée de manière généralisée dans un sens large, mais pas seulement dans le sens de coalitions politiques qui sont dans le sens qui détiennent le pouvoir, mais qui doit être perçu comme un concept beaucoup plus large. Des partis, certes politiques, mais des organisations avec un intérêt bien particulier. Et ensuite, vous avez des cas tels que comme la Suède, par exemple. Maintenant, je vais passer en revue les différents cas. Et donc, nous avons le cas de la Suède, par exemple, où vous avez une forte coalition de gauche et qui ont transformé le système vers un système plus étatique parce que les syndicats et les partis de gauche mettaient plus de pression sur les employeurs pour adopter le système EFP. Donc c'est pourquoi ils ont en place ce système de coalition fort avec un système de formation comme on peut le trouver en Suède. Et en Allemagne, avec des systèmes de coalition politique post-seconde guerre qui sont peut-être plus chrétiens-démocrates. Et les chrétiens-démocrates, ce sont par exemple la CDU, CSU par exemple, qui sont différents des coalitions politiques conservatrices de Grande-Bretagne parce qu'ils sont intéressés par la nécessité de corporatisme. Ils sont intéressés par une sorte de compromis entre les employeurs et les syndicats. Et par conséquent, ils sont très importants dans la mise en
en œuvre de cet outil d'enseignement en Allemagne. Et donc maintenant, je vais vous passer en revue très rapidement les différents cas de figure en Suède en abordant un peu plus les détails. Et dans le cas de la Suède, on peut voir par exemple qu'il y avait donc une forte coalition entre les syndicats et les employeurs après la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 30, il y avait eu la mise en place d'une sorte de paix industrielle. Et dans l'arène politique, comme peut-être tout le monde le sait, il y a une gouvernance des sociodémocrates, mais également une nouvelle coalition dans le sens où les sociodémocrates ont besoin également du soutien des partis du centre et qui les ont soutenus en faveur de l'enseignement général. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la réforme de l'éducation et de l'enseignement secondaire général en Suède était étatique dans les années 50 avec une phase expérimentale, mais depuis 72, finalement, l'éducation professionnelle, l'enseignement professionnel a été intégré véritablement dans le système de l'enseignement secondaire général. Et donc, c'était un point de jonction critique dans l'histoire du système de l'enseignement en Suède parce que l'EFP a été véritablement intégré dans le système de l'enseignement secondaire. Et une fois que l'on se retrouve à cette phase critique, les employeurs ont adopté des stratégies personnalisées, individuelles, pour atteindre un équilibre économique et ils étaient moins enclins à investir dans ce type de formation puisqu'ils s'attendaient à ce que ce soit l'État qui le prenne en charge. En Allemagne, nous avons également une approche différente avec une coalition également après la période de l'après-guerre avec dans les années 50 un marché du travail avec une coalition émergente entre les employeurs et les syndicats, mais les chrétiens démocrates qui ont émergé étaient toujours un petit peu en amont ou en avant des sociodémocrates et ils étaient à la tête finalement du gouvernement. Ce que cela signifie, c'est qu'ils ont été à même de promouvoir les politiques de médiation, c'est-à-dire de promouvoir de façon active des compromis interclasses entre les employeurs et également les syndicats. Mais ça veut dire que c'était toujours un petit peu plus en faveur finalement des partenaires du côté du patronat plutôt que de celui des syndicats. C'est pourquoi le système allemand par rapport à celui de la Suède est toujours un peu plus amical entre guillemets parce que le pouvoir reste toujours un peu plus entre les mains des employeurs. Et maintenant, très brièvement, concernant le cas du Royaume-Uni, ici, la coalition politique est mixte à cause des changements de majorité gouvernementale entre les conservateurs et les travaillistes. Et il y a eu donc des compromis beaucoup plus qui ont émergé. Et donc, dans les années 60 et dans les années 70, il y a eu donc les institutions, l'introduction donc graduelle de l'enseignement secondaire général, mais avec des composantes privées en fait. Après que Thatcher soit arrivée au pouvoir dans les années 90, elle a mis en place des politiques qui ont affaibli les syndicats et qui donc ont fait évoluer le système d'enseignement vers un système plus libéral et donc plus en faveur des employeurs. Et donc ce qui a été plus difficile pour faire revivre, ressusciter l'implication donc des employeurs vis-à-vis de l'enseignement. Et maintenant, on me fait des signes, mais très brièvement sur la France, c'est un cas très intéressant parce que d'une part, c'est un régime étatique, fortement étatique, mais qui est financé également, où le financement de l'État est très important, mais il y a également des éléments plus libéraux dans ce régime également, avec l'investissement dans les enseignements de formation, dans l'éducation et la formation professionnelle, et donc l'implication
de certaines industries, avec des tentatives de travailler ensemble et de promouvoir en tout cas l'implication des employeurs. En conclusion, la production de ces compétences et la définition doit être perçue de manière plus globale et pas uniquement prise en compte dans le cadre des institutions d'enseignement uniquement. Elle se doit être prise en compte en intégrant les aspects du marché du travail et des différentes organisations et entités impliquées avec une grande variété internationale, au sein des pays eux-mêmes et de pouvoir faire des comparaisons à l'international. Et qui nous explique donc leur impact sur ces enseignements professionnels. Pour conclure, ce sont deux livres qui sont intéressants sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention.